qu'est-ce que c'est que la prise? Bon, donc ça fait suite. Donc, s'il y a une autre distinction que j'avais donnée, après si je fais ça, ça va être trop long. Bon, on y va, c'est pas grave. Allez. Donc, oh, je ferai ça une autre fois sinon. Vous allez me coucher aussi. Bon, j'explique sur le sujet. Voilà, bon, pour ce qui est de l'ordre de la prise, bon, je l'expliquerai plus tard la prise parce que ça s'ancre aussi dans l'idée d'une prise, d'une contrainte, etc. Mais j'aimerais bien avoir vraiment le plan sous la main et tout. Mais en fait, voilà, le sujet, il ne faut pas que ce soit une contrainte, ou en tout cas, c'est pas une contrainte qui soit un territoire imposé, voilà, un territoire dont on ne pourrait pas dépasser les limites. Faut que je trouve un truc comme ça, voilà. C'est pas un territoire, mais c'est une prise. C'est-à-dire, c'est une direction qui est proposée, et c'est quelque chose qui ne soit pas justement une limite qu'on ne doit pas dépasser, voilà, la limite du hors-sujet. Il ne faut pas que le sujet en fait soit contraignant par son hors-sujet, mais il faut que le sujet soit plus vu comme un thème de départ, on va dire, et donc comme une prise, c'est-à-dire comme une force, hein, une force qui permette de développer une idée, quelque chose comme ça, en tout cas de développer une pensée, et une pensée qui serait c'était l'idée un peu comme une pensée qui soit un mouvement, voilà. Il faut que le sujet soit un peu une clé dans un starter qui lance le moteur, comme ça. Donc je dis une prise parce que c'est comme une prise de courant, en fait, aussi. Une prise comme une prise d'escalade, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'agripper et qui va nous emmener quelque part, voilà. Et c'est aussi comme une prise d'escalade sur laquelle qu'on va s'agripper et on va monter comme ça, mais après on va prendre autre chose. Donc c'est vraiment, hop, on passe d'un sujet à un autre et ça nous fait monter comme ça, voilà. Mais c'est toujours des prises. Donc c'est une prise qui au départ nous sert à monter, mais ensuite il faut la lâcher parce qu'il faut lâcher la main pour aller autre part. Voilà, et donc prise parce que c'est aussi une prise de courant. Hein. C'est-à-dire que le sujet, c'est ce qui nous met au courant. C'est ce qui va nous permettre d'être au courant d'un certain nombre de savoirs qui vont être en lien avec ce sujet. Voilà, on va être au courant avec ça. On va être en contact en fait avec en contact avec un sujet et en contact avec aussi du coup un flux qui va nous nourrir, mais ce flux, il faut qu'il nous nourrisse et qu'il nourrisse après autre part en fait, parce que c'est dans ce déplacement qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Donc il faut bien prendre le sujet non pas comme imposé, hein, mais il faut que le sujet soit un sujet potentiel. Voilà. C'est-à-dire que il faut que ce soit une possibilité. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment enfin évidemment je ne sais pas, hein, ce sera intéressant aussi, mais de partir de rien du tout, d'être dans le rien tout le temps et d'être dans du vide, c'est pas ça ce que je propose. Hein. Ben, c'est pas du vide d'ailleurs, mais d'être dans l'air, justement, dans un air temporel. Où en fait il se passerait juste une stabilité qui n'aurait rien, c'est pas ça. Il s'agit par contre d'être dans un sujet, mais si le sujet justement impose un territoire, et un territoire qui s'impose comme le seul, qui impose en fait, qui impose un terrain duquel on ne peut pas sortir, eh bien du coup on est enfermé. Voilà. Et là, il ne s'agirait pas de s'enfermer, il s'agit au contraire d'explorer un territoire et si possible de dépasser, enfin de pouvoir explorer toujours un peu plus loin si on le souhaite. Si on le souhaite, on n'est pas obligé, hein, mais si on le souhaite. Donc en fait, le hors-sujet, il est intéressant que parce qu'il permet de sortir de son sujet. L'idée, c'est pas d'avoir un sujet, c'est de trouver dans le sujet une porte de sortie vers le hors-sujet. En fait, ce qu'il faut rechercher, c'est le hors-sujet, justement. Voilà. Parce que quand on fait un hors-sujet, justement, on défriche un champ de création qui est dans un autre sujet. Mais ça veut dire qu'il y a eu un lien, on a fait un lien entre un sujet et un autre. Donc, il y a un chemin qui se construit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc en fait,
il ne faut pas penser le sujet comme quelque chose qui s'impose, mais comme une possibilité du sujet. Le sujet, c'est ce qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on peut chercher, c'est un espace qu'on peut arpenter si on le souhaite. Mais c'est aussi un espace qu'on peut ne pas arpenter. Et si on s'autorise à ne pas l'arpenter, on aura la possibilité d'arpenter un autre sujet. Donc en fait, ce qu'il faut plutôt penser, c'est non pas un sujet... Ah ça voilà, ça c'est contre le sujet unique. Voilà, on y arrive enfin. Voilà. Et en fait, penser le monosujet, c'est être inscrit au sein d'un territoire, qui est en plus un territoire de langage particulier, qui est le langage qu'on va utiliser, qui va être le mot du sujet lui-même, qui va empêcher de trouver un extérieur au sujet, et qui va empêcher en fait peut-être une... Bon, parce que là je suis un peu là-dedans, mais c'est compliqué, une déterritorialisation du sujet. Et face au monosujet, justement, eh bien, il faudrait avoir un plurisujet, je sais pas comment on dit, monothéisme, un polysujet. Il faudrait polysujet. Voilà. La question du polysujet. C'est-à-dire avoir un ensemble de sujets et pouvoir un peu improviser, éventuellement, passer de l'un à l'autre, avoir en fait un ensemble de sujets, une palette, j'aime bien l'idée de palette moi, une palette de sujets potentiels, c'est ce que je fais en fait, voilà. Et on va pouvoir dériver de l'un à l'autre, c'est pas obligé, on peut rester que dans un seul sujet, mais c'est pas obligatoire. Et voilà, et donc on aura une palette de sujets en fait, voilà. Bon. Parce qu'en effet, ce qui me gêne dans ce sujet, c'est bien de pouvoir parler d'un sujet éventuellement, bon. Mais déjà, il est formalisé, alors qu'il y a peut-être des sujets qui ne sont pas formalisés. Peut-être, alors, voilà. Et puis deuxièmement, il y a l'idée que un sujet, il n'existe pas tout seul, il est construit par rapport à une histoire, et donc l'idée c'est aussi de pouvoir le faire dériver et de l'extraire de son cadre de référence dans lequel il est inscrit. Et que justement, moi j'ai l'impression qu'il y a des... Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, il y a des mots qui sont inventés, des conceptions, des pensées créatrices qui s'émancipent de la question du sujet, parce que... Enfin, c'est pas ça, mais... Enfin, qui ne peuvent être pensés qu'après coup, en fait. Par exemple, je sais pas s'il y en a... Je sais pas, je pense par exemple au... Le concept de résilience. Le concept de résilience, bon, c'est peut-être pas tout à fait ça, j'ai pas lu les bouquins dessus, mais le terme de résilience, il a été inventé il y a quelques années par un psychologue, enfin, peut-être, je sais pas, peut-être il y a peut-être 20 ans, je sais pas quand est-ce qu'il a inventé ça, mais c'est après les années 50, je crois. Et en fait, il a regroupé un ensemble d'expériences qu'ont vécu ses patients, il a fait des liens entre des choses, et il s'est rendu compte qu'il y avait plein de liens qui se faisaient entre des choses qui étaient dans des sujets disparates. Et finalement, à la fin, il a pu mettre un mot dessus qu'il a appelé la résilience. En fait, il a construit son sujet. Mais avant qu'il le fasse, il ne savait pas que ça allait mener à ça. Il avait une intuition de quelque chose, et en fait, il a pris dans différentes disciplines, dans différentes choses, pour construire un corpus plus ou moins homogène, plus ou moins hétérogène, qui a construit ce concept-là qu'il a après nommé résilience, et ça a formé un sujet. Et le sujet, il n'existe pas en amont, en fait. Le sujet, il se construit. Et donc, si moi, je veux aussi construire... Peut-être que mon mémoire va porter sur un sujet précis, en fait. Peut-être qu'à la fin, il y aura un truc qui va émerger, et qui sera un sujet, mais sauf que tant que je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas l'anticiper en amont. Et l'anticiper en amont, c'est la meilleure manière pour qu'il n'émerge pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement-là, justement, ce mouvement particulier qui va intuitivement rassembler des éléments entre eux et faire émerger des sujets. Et ça peut faire émerger un sujet, peut-être en faire émerger plusieurs, mais je crois que le sujet, il va arriver après coup. Et que je ne peux pas savoir trop à l'avance ce que ça va donner. Donc, j'ai plutôt des directions, des champs de référence, des éléments, des intuitions, des concepts, en fait, que je vais assembler et qui vont peut-être à la fin mener à un travail qui va se rassembler sous un ensemble à peu près cohérent ou sous d'autres sous-ensembles, et à ce moment-là, il y aura un sujet. Voilà, parce que ça va construire en fait une pensée et un sujet qui sera nouveau et qui sera
Voilà. Je pense que justement le travail de la pensée, c'est de construire un sujet. Mais le fait d'avoir un sujet en amont, je pense que je trouve ça gênant en fait, je trouve ça hyper gênant. Donc voilà, alors peut-être que aussi, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein, mais moi j'ai l'impression que je fonctionne tout le temps comme ça et que je passe mon temps à me faire chier à répondre à des problématiques pour faire plaisir à la méthodologie qui est comme ça, mais je fonctionne pas comme ça, moi je marche pas comme ça. C'est trop, c'est ennuyeux en fait. Il n'y a pas d'enjeu là-dedans. Bon voilà, donc ouais. Donc peut-être que le sujet arrivera à la fin. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de sujet non plus, hein. C'est pas grave, peut-être qu'il va prendre beaucoup de temps. Et... Bon, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est que ça crée quand même des pôles, et puis quelque part, il y a comme des concepts qui émergent et qui se construisent, et que même là, dans ce que je décris, il y a déjà des formes, des conglomérats qui se construisent. Enfin, on voit qu'il y a des éléments qui se regroupent, il y a une logique en fait dans ces choses-là. Et en fait, je crois que ce que j'essaie de faire aussi, c'est de construire mon système de pensée, mon système de référence. Et bon, ça me plaît beaucoup, quoi, forcément. Donc mais du coup, il n'y a pas un sujet. Je crois que ce que j'essaie de faire, c'est pas d'intégrer un sujet dans une rationalité universitaire, qui est d'ailleurs tout à fait. Enfin, je veux dire, il y a une division. Enfin, dans l'université, il y a une division des sujets dans le savoir, hein, une division des disciplines comme une division du travail, et qui conditionne aussi un certain rapport au savoir sous ces disciplines-là. Bon, je crois que Edgar Morin en parle pas mal aussi lorsqu'il parle de complexité. Moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est de la recherche complexe en fait. C'est une recherche qui est transdisciplinaire. Et puis bon, Edgar Morin, même aussi par exemple la question de la théorie du chaos. On voit que la théorie du chaos, qui est pourtant un truc qui a révolutionné la physique et tout, mais au moment où ça a été créé, la physique en voulait pas parce qu'il disait ouais, c'est des mathématiques, allez voir ça, enfin c'est pas ça correspond pas à des modèles physiques que vous décrivez. Et puis les mathématiques en voulaient pas parce qu'ils disaient oui, mais c'est pas assez formalisé. Voilà. Et en fait, ils étaient entre la physique et les mathématiques, cette discipline-là, et elle a eu du mal à faire son chemin parce que personne n'en voulait. Et voilà, genre de truc qui se passe, quoi. Donc moi je trouve qu'en fait il y a des gros enfin, j'ai l'impression qu'en fait le rapport au savoir qu'on a il est très compartimenté, il est très chiant, et comme chacun se spécialise dans un domaine très particulier, on est dans des phénomènes d'hyper spécialisation qui empêchent d'avoir une visée globale des choses, et qui empêchent en fait l'émergence de certains savoirs, et notamment des savoirs qui seraient un peu postmodernes, un truc comme ça. Enfin, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est dans le postmoderne de toute façon. Puis ça serait logique aussi un peu, bon, je sais pas s'il y a Edgar Morin là-dedans, mais bon, oui, enfin, avec un peu mes lectures aussi, quoi. Et donc voilà, et donc du coup ça s'oppose aussi évidemment à une pensée un petit peu de réduction en fait, hein, enfin, c'est vrai que dans le postmoderne il y a cette idée quand même de se méfier de la pureté ou de l'unicité en fait, et que quand c'est poli, quand il y en a plusieurs, quand c'est dans l'hétérogène, c'est intéressant. Et c'est ce que j'essaie de faire, je crois, d'être dans l'hétérogène en fait, et bon, il faudra que je parle du dehors aussi, hein, mais en fait, voilà, d'intégrer en fait une force du dehors. Je crois que ça va être là-dedans en fait le sujet aussi, c'est que je veux pas que le sujet vienne de moi directement, j'aimerais que en fait, c'est pas considérer un sujet d'ailleurs, c'est considérer des ressources, c'est considérer un ensemble de postulats parce que le sujet sert à ça aussi, la problématique, hein, elle sert à poser des postulats, une méthodologie de recherche, etc. Moi, il y a des choses que je fais ici qui sont liées à déjà mes recherches que j'ai déjà entamées, à des dispositifs que je mets en place comme la vidéo, etc., qui permettent de faire apparaître ces choses-là. Mais en fait, ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est, et je crois que c'est comme ça que je fonctionne aussi, c'est de faire apparaître ces choses-là par une force du dehors, c'est-à-dire que par une certaine sérendipité ou un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément moi qui choisis, qui me dit je vais aller là-dedans, mais c'est plutôt quelque chose qui va se faire de manière intuitive. Ça va être, je vais dans une bibliothèque et il va y avoir un bouquin qui va attirer mon regard, et je vais dire bah tiens, je vais prendre ça et puis je vais lire un passage au hasard. Et ça fonctionne souvent comme ça. Ça fonctionne parce qu'en fait, dans l'environnement extérieur, que je ne contrôle pas, il va y avoir des éléments qui vont apparaître
et qui vont, un petit peu comme une sorte de ready-made, parce que ce que j'ai dit des gens, c'est le ready-made qui vous choisit, et en fait qui vont apparaître sur laquelle je vais travailler. Mais il y a quelque chose d'assez intuitif en fait, je choisis pas forcément. Enfin, je choisis pas de manière rationnelle, je peux pas trop le savoir à l'avance en fait, c'est plutôt quelque chose qui va apparaître en fait, et je vais pas dire le raisonnement, mais la matière première, le sujet, les choses vont apparaître, et en fait, c'est comme si elles étaient déjà à l'intérieur, et qu'en même temps, en fait, elles répondaient à des sollicitations extérieures. Et c'est plus des sollicitations, voilà, exactement. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Enfin, ce que je fais en général, c'est que je réponds à des sollicitations extérieures. Je me balade, je suis dans une dérive, en fait, je me balade dans un espace, par exemple une bibliothèque ou la rue ou un truc comme ça, et il va y avoir des sollicitations de l'extérieur, des événements qui vont apparaître et qui vont me faire poser des questions. Et en fait, c'est à partir de cette ressource-là que je travaille. Voilà. Ou alors, ça va être par rapport à ma mémoire aussi. Je vais avoir des sollicitations de mémoire qui vont apparaître, des souvenirs, et puis je me pose des questions dessus. Ou alors des trucs comme ça, ou des choses qui se passent à l'école. Bon, et en fait, je fonctionne à partir de sollicitations, et c'est en réaction à ces sollicitations. Il faut que je marque sollicitation. Hop. On est combien aujourd'hui? On est samedi. C'est en réponse à ces sollicitations que je construis justement un discours ou des trucs comme ça. Enfin, en tout cas que je bâtis quelque chose. Voilà. Ces sollicitations qui sont on va dire des ready-made, du glanage, on peut dire du glanage, des éléments, des matériaux en fait, des matériaux qui peuvent être des matériaux simplement symboliques, des matériaux... Enfin, c'est là-dessus que vont se constituer en fait un ensemble, un corpus sur lequel je vais construire des idées, des raisonnements. Enfin, les idées vont être aussi des choses qui vont venir comme ça. Et en fait, je les rassemble, et par-dessus ces observations-là, je les organise pour constituer un ensemble théorique en fait. Mais justement, je ne peux pas anticiper à l'avance ce qui va arriver. Et ça dépend beaucoup du désir, des envies, des propositions, des idées. Et je fais confiance à ça en fait. C'est une recherche aussi qui est intuitive, hein, c'est important ça. Voilà, et l'intuition, c'est... bon, je regarde un truc là-dessus, mais c'est un certain mode de cognition qui s'extrait de la conscience. C'est-à-dire c'est une manière de réfléchir qui est assez rapide, qui est assez efficace. Mais il faut accepter que dans l'intuition, on n'a pas conscience des phénomènes de réflexion. On connaît la réponse, on sait que c'est quelque chose qui est important, on voit là où est-ce qu'il faut aller, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et en fait, on s'en rend compte qu'un peu après. Donc voilà. Donc, peut-être que le sujet, on le verra après. Mais peut-être aussi que le sujet, mais ça, en même temps, c'est intéressant parce que là, du coup, la question du sujet devient le sujet, donc c'est plutôt chouette. Peut-être que le sujet, c'est aussi une certaine manière une conception de la pensée sous un mode de rationalité. Parce que là, bon, j'ai dit un truc là-dessus, et bon, je vais finir là-dessus parce qu'après, j'en peux plus, là, je fous le genre. Et qu'en fait, en anthropologie, c'est ce que ça dit dans le bouquin, dans l'anthropologie, les sociétés traditionnelles, mais aussi modernes, se construisent autour de mythes, autour de récits, et qu'en fait, toutes les choses de la vie quotidienne sont liées à des rituels, à des mythes, qui vont constituer un certain régime, qui vont constituer un sens. Et il n'y a pas des choses qu'on fait parce qu'on est dans une individualité et parce qu'on les choisit, mais il n'y a pas de rationalité vraiment comme ça. Mais la rationalité, elle est construite autour de quelque chose qui fait sens. Et dès le moment où on perd ce sens, parce qu'on est rejeté par exemple de la communauté qui construit ce sens-là, parce que le sens c'est toujours quelque chose qui rassemble les gens autour de ce sens-là, c'est une manière de faire communauté. Dès le moment où on n'est plus rattaché à ce système de sens et qu'on ne peut plus communiquer, qu'on est rejeté par exemple, eh bien on somatise, on suicide ou on fait une dépression, des choses comme ça. Et en même temps, s'il n'y avait pas de système de sens, on ne ferait rien, parce que du coup, c'est le sens qui nous oblige aussi à
à faire des choses, parce que sinon on ferait rien, sinon, enfin, on n'aurait pas spécialement envie de vivre en fait. Voilà, c'est le sens qu'on met sur les choses qui nous donne une direction de vie en fait, voilà, justement. Donc ça rejoint un peu ce truc-là aussi, des flèches et tout. Voilà, bon, et en fait, bon, bah, en tout cas, c'était là-dessus, quoi, voilà, sur la question du sens. Mais ce sens-là, il est arbitraire, en fait. Et que dès le moment où on le remet en question, même si on remet en question le sens d'un point de vue de la philosophie ou dans l'université, ou qu'on dit que finalement, à quoi ça sert d'accumuler du savoir, à quoi ça sert, voilà, pourquoi la pensée est construite comme telle, est-ce que, enfin voilà, et que dès le moment justement où on déconstruit tout ça, où on dit que finalement toutes ces choses-là, en fait, c'est arbitraire, que toute la pensée, tous les systèmes de pensée qui ont été construits jusqu'à maintenant sont arbitraires parce qu'ils essaient juste en fait de construire du sens à un endroit où il n'y en a pas, et que s'il n'y a pas ça justement, on se détruit. Et en fait, c'est ça, on construit du sens parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. On ne peut pas ne pas construire du sens. Et en même temps, c'est parce qu'on ne peut pas ne pas le construire que du coup on est obligé de le construire. Et comme on le construit parce qu'on est obligé, tant qu'on n'aura pas la possibilité de vivre sans le sens, du coup on sera condamné au sens. On est condamné au sens. On est condamné à vivre dans le sens en fait. Mais dans un sens qui est faux. Donc on est condamné à être dans le faux. Voilà. Et parce qu'on est condamné à être dans le faux, en fait, c'est ce qui est décrit dans le bouquin en plus, hein, moi je dis pas, je reformule. Moi j'aime bien cette idée d'être condamné à vivre dans le sens, mais comme on est, ouais. Mais comme on est, comme cette pensée-là, elle est pas trop, enfin moi ça me va, peut-être que j'en maîtrise pas toutes les conséquences non plus, mais le fait de considérer que la vie n'a pas de sens, etc. Comme c'est difficile à vivre, à penser et tout, on se construit comme un système de signes et de sens pour le conjurer. Voilà. Mais en même temps, ce sens-là, il est arbitraire. Ça, je viens de le dire. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Ben voilà ça. Et voilà, et en fait, quand on demande un sujet, on demande aussi à dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez mettre comme sens. Bon. Mais peut-être que justement, la recherche que j'essaie de faire ou quoi, elle essaie de se poser cette question du sens. Est-ce que justement, on ne pourrait pas faire une récréation du sens? C'est-à-dire créer du sens, le décréer, le recréer, et être dans cette dynamique-là. Voilà. Peut-être que c'est ce que font les chamans. Peut-être pas du tout. Peut-être que là, c'est peut-être moi qui... Je sais pas. Bon. Mais voilà. C'est-à-dire, quelque part, la question du paradigme. Donc, on parle Margot, mais... Donc, paradigme, ça a l'air d'être... para, c'est ce qui est à côté, et digme, c'est ce qui est montré. Donc, le paradigme, c'est quand on montre à côté, en fait. Bon. Moi, ce que je vois plutôt, c'est un mouvement. C'est un mouvement particulier, qui serait un mouvement complexe, qui suivrait un désir, et qui pourrait toujours former et déformer le sens. Et ce en fonction d'une confrontation avec le réel. Donc c'est comme si en fait on serait dans des... En fait comme si on pouvait comme si on acceptait que différents sens pouvaient cohabiter et qu'on pouvait passer de l'un à l'autre dans une pluralité de sens. Hein. On serait dans une polyphonie de sens. Et que différents sens pourraient cohabiter, et voilà, on pourrait passer de l'un à l'autre, et que dans ce sens-là, il y en aurait qu'on pourrait critiquer, du coup on pourrait prendre du recul les uns sur les autres parce qu'on pourrait passer de l'un à l'autre. Donc on pourrait en fait faire du sens comparé. Hein, être dans une logique de sens comparé, sachant qu'on les compare, mais qu'on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre parce qu'il n'y a pas de... On est dans une conception où justement les sens sont